professeurs extraordinaires et magnifiques dans le public, et vous avez des professeurs extraordinaires et magnifiques et très mauvais aussi dans le privé. Non, je ne crois pas que l'enseignement privé... Donc le débat, c'est plutôt le tout autour d'une école, d'un espace géographique dans lequel... L'école, le projet de l'école, qui est adapté aux élèves, la passion de cela, le fait de faire que cette école soit là pour, avant tout et seulement, aider les jeunes à savoir ce pourquoi ils sont faits, et pour ça, créer les conditions d'un dialogue et d'une interférence beaucoup plus permanente entre les parents et les professeurs. Justement, c'est le raccord tout trouvé sur cette école, cette réussite ou pas, ce vécu au fond des personnes qui sont passées par le système scolaire. Magali Girard, c'est la deuxième question de l'enquête Harris Interactive pour Place aux idées LCP. Que dit-elle, cette question? La réponse? D'un point de vue plus personnel, on demandait aux Français s'ils pensaient que l'école les avait bien préparés au monde du travail cette fois. Le constat n'est guère plus positif que sur la question précédente. Ils sont 53% à penser que l'école les a mal préparés au monde du travail, contre 45% qui partagent un avis inverse. Le chiffre auprès des jeunes, donc de moins de 30 ans, est de 33%, qui pensent qu'effectivement ils ont bénéficié d'une passerelle entre l'école et le monde du travail. On est sur un Français sur deux, quoi, grosso modo, c'est ça, hein? Voilà, bien préparé ou pas, quoi. Voilà. Les avis sont très divisés. Ils sont très certainement, cette fracture est le reflet donc, de la difficulté à trouver des passerelles aujourd'hui lorsqu'on sort de l'école et qu'on veut intégrer le marché du travail. À ce titre, on constate d'ailleurs que les titulaires du baccalauréat sont parmi ceux qui estiment que cette passerelle a été la plus difficile pour intégrer le monde du travail. Et même si l'enthousiasme n'est pas débordant auprès des diplômés du supérieur, on constate qu'aujourd'hui, le fait de poursuivre ses études au-delà du bac constitue toujours un certain avantage pour intégrer le marché du travail. Alors, cette difficulté de la passerelle, Jacques Attali, entre le monde du travail et le système éducatif français, c'est le monde du travail, le monde de l'entreprise, qui ne va pas vers le système éducatif français. C'est le système éducatif français qui ne veut pas intégrer la réalité du monde du travail. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, l'école n'est pas faite pour mettre les gens dans les cases du monde du travail. Ce serait une double erreur. Parce que le monde du travail, tel qu'il est aujourd'hui, n'a rien à voir à ce qui sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, quand les jeunes vont sortir. Ce serait une folie que de prétendre adapter l'école au monde du travail. Il va changer de plus en plus vite. La deuxième source d'erreur, c'est qu'en réalité, ceci n'est qu'une façon d'aggraver l'extraordinaire régression de la société française. Ce sont toujours les mêmes qui réussissent, parce que sur les enfants d'eux. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, dans les grandes écoles, les gens qui réussissent sont des enfants d'ingénieurs et de professeurs, pas ou et de professeurs. C'est ça, c'est sur cela qu'ils réussissent. D'ailleurs, vous dites très souvent qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mobilité sociale en France. C'est la et qu'il n'y a donc plus d'espoir collectif pour tous. Exactement. En fonction de le contrat social. D'où l'importance de l'école primaire pour corriger ça, l'importance cruciale. D'où le caractère lamentable de l'orientation qui chuchote aux enfants. Tu viens d'un milieu défavorisé? Enseignement professionnel. T'es fils d'ingénieur? Classe préparatoire. Pour faire court, c'est ça qui se passe. C'est inacceptable. Les talents qui sont gaspillés sont immenses. C'est d'autant plus inacceptable que dans une période de faible croissance, la mobilité, retenez bien ce que je vais dire qui est très difficile à entendre, la mobilité sociale suppose que si quelqu'un monte, quelqu'un descende. C'est-à-dire que si des enfants de milieux défavorisés montent, ça veut dire que les enfants de classe favorisée ne vont pas monter. Ce qui est extraordinairement difficile à accepter pour tous les parents que de voir que ces enfants se font dépasser par d'autres qui viennent d'ailleurs. Bon, ben c'est comme ça, c'est les meilleurs qui doivent passer. Pardon Jacques Attali, mais quand on vous écoute, on s'aperçoit que finalement les solutions sont simples, que la France, dans son collectif, ne choisit pas ces solutions. Comment peut-on faire pour retrouver la volonté de la réussite en France? On dit que le peuple français est très dépressif. Comment on peut faire pour trouver cette volonté de réussir? D'abord, tout ce que je vois dans les jeunes que je fréquente dans 1001 cercles, c'est qu'il y a une volonté de réussir extraordinaire. Il y a une volonté de s'en sortir extraordinaire. Souvent, elle s'exprime d'ailleurs aujourd'hui par le fait de quitter la France, ce qui est mauvais pour notre évolution sociale. Et quitter la France pour Londres ou pour Damas, hein, c'est le même genre de frustration. Et aujourd'hui, je crois que notre système scolaire est un obstacle à une extraordinaire volonté d'épanouissement et de réussite. Alors, et que ceci passe par un changement qui n'est pas très difficile, qui est que le professeur doit d'abord être là pour approuver, pour encourager, pour féliciter, et pas pour punir. Donc ça veut dire l'abandon de la notation. Ça veut dire
de considérer la notation non pas comme une punition, mais comme un encouragement. C'est-à-dire de ne pas considérer que si on a moins de 20, on n'est pas bon, mais si on a plus que 5, c'est très bien. Donc c'est pas une question de notation, c'est une question de savoir où on met comment on regarde la note. Une note doit être dire par rapport au bas, c'est mieux que 0. Et non pas c'est moins bien que 20. Je voudrais qu'on entende notre deuxième témoin, Jacques Attali, justement, à propos de cette passerelle, au fond, si difficile à trouver entre le monde de l'école et le monde du travail. Je me tourne vers vous, Laoussine Gouchgal, prenez votre micro. Vous avez 22 ans, et vous avez mis du temps pour trouver une entreprise en alternance avec votre licence professionnelle. Alors je précise, vous avez passé un bac STG, Sciences et Technologies de la Gestion, vous faites de la comptabilité, et vous avez eu un peu de mal à trouver la passerelle avec l'entreprise. Oui, effectivement, tout simplement depuis mon admission au sein du CFA-CNAM, à savoir au mois de mai-juin, j'ai eu beaucoup de mal, malgré toutes les démarches que j'ai pu faire, le démarchage téléphonique, et là, dans 60% des cas, à chaque fois quand ils entendent apprentissage, ils raccrochent le téléphone ou vraiment ils nous parlent vraiment mal. Ou quand on envoie des CV, il y a rarement des réponses ou des candidatures spontanées. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de monde, vous étiez trop nombreux à demander la même chose au fond ? C'est ça la difficulté ? Oui, il y a trop de monde et puis c'est aussi un monde compétitif. Il y a aussi beaucoup d'écoles qui sont en alternance. Et donc il y a beaucoup de monde. Je pense que c'est la seule justification pour ce problème. Et également, quand on se déplace sur place, quand on ramène notre CV et puis on démarche les entreprises, et là encore c'est difficile parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas intéressant, quoi. Et Jacques Attali, en Allemagne... Monsieur a l'élégance de ne pas dire qu'il arrive que dans certains cas, l'origine sociale soit un facteur qui limite. L'enseignement par alternance est fondamental. La France ne fait pas assez d'apprentissage, pas assez de formation par alternance. Ça fait 20 ans qu'on répète qu'il faut le faire, et ça fait 20 ans qu'on ne le fait pas parce que les entreprises n'aiment pas la formation professionnelle, les patrons n'aiment que les cadres qui leur ressemblent, c'est-à-dire qui sont sortis des grandes écoles et pas sortis de la formation. Ça fait 20 ans que des gens comme Henri Lachmann et d'autres ont fait 1001 rapports sur ce qu'il faudrait faire, on sait ce qu'il faut faire, on ne le fait pas. Bon, donc la formation par alternance est absolument fondamentale, c'est l'autre nom de l'apprentissage, un nom plus chic, mais c'est évidemment ça qu'il faut faire. Et un dernier mot, Laoussine, et merci pour votre témoignage, vous êtes un jeune homme heureux, c'est ça maintenant ? Parce que vous êtes épanoui, c'est ça, ça se concrétise. On peut dire ça comme ça, parce que là, cette semaine, j'entame ma 4e semaine en entreprise, que j'ai trouvé, c'est tout récent, et sachant que fin décembre, je me retrouvais à rien faire. Donc c'est très problématique dans l'hypothèse où si j'avais pas trouvé d'entreprise. Merci Laoussine. Je vous laisse conclure, Mathias. Jacques Attali, dans ce rapide panorama du lien entre le système éducatif et la réussite dans la vie, il y a aussi quand même la formation professionnelle. Nos générations vont vivre 90 ans. On se forme globalement pendant 23 années. Est-ce qu'il n'y a pas un immense gap entre la formation, l'accélération du monde, du travail, et le fait que pendant 60 ans, on ne va rien faire ? Bien sûr. D'abord, la clé, c'est de faire en sorte qu'à chaque instant de sa vie, on se repose la question de savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie. La vie, je dis c'est une œuvre d'art, mais c'est une œuvre d'art qu'on peut remettre en cause tout le temps, qu'on doit tout le temps se remettre en cause, tout le temps avoir un projet pour dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Et ça n'est possible que si en permanence, on est branché sur le monde. L'école est discréditée parce que nous sommes tous branchés sur le monde par autre chose que l'école, les technologies, les moyens d'apprentissage, et aussi parce que dès qu'on est sorti de l'école, c'est pour ça qu'il y a ce sondage, dès qu'on est sorti de l'école, on se rend compte que l'école ne connaît rien du monde, ou presque rien, et qu'elle ne nous apprend pas ce qu'est le monde. Et donc il est évident que la formation permanente est absolument fondamentale. Il est évident que ça va changer prodigieusement. Il est insensé que sur les 32 milliards qu'on consacre à la formation permanente, on n'en consacre que 2 aux chômeurs. 2%. Jacques Attali, une dernière question. Vous avez créé Planète Finance, vous avez été un peu l'apôtre, le découvreur du système de microfinance. Vous avez des idées très claires sur le système éducatif. Votre prochain projet, ça ne serait pas de créer justement cette école de l'excellence, de la réussite en France ? Non, on n'a pas tellement besoin aujourd'hui d'une école de l'excellence. L'école de l'excellence, je les ai fréquentées, elles existent. L'école polytechnique reste une école majeure à l'échelle mondiale, les grandes écoles françaises. Le système français a les mêmes faiblesses que le système américain. Il est excellent au sommet, il n'est pas bon en bas. Ce qu'il faut changer aujourd'hui, c'est le processus qui permet à tous les jeunes, je dis bien tous les jeunes, de trouver ce qu'ils peuvent devenir, ce qui est de meilleur en eux. Est-ce que ce qui est fondamentalement original en eux
et ensuite de le mettre en œuvre. C'est ça la Merci Mathias Léridon. À vous écouter, Jacques Attali, c'est à se demander s'il ne faudrait pas renverser la table et au fond bousculer, voire même changer tout le système. Nous allons en parler dans quelques secondes avec vous, Laurent Bigorne. Je vous laisse vous installer. Pour la deuxième partie de Place aux idées, je vous rappelle que notre invité est Jacques Attali, auteur de Devenir soi chez Fayard. Et il n'y a pas de fatalité, hein, même si la France recule en matière d'éducation au niveau international, on va le voir. Et si nous nous inspirions de ce qui se fait ailleurs, ce reportage avec vous, Laura Rossmann. Ils étaient très attendus l'an dernier et le constat était sans appel. Ces résultats sont inacceptables. C'est pourquoi le président de la République, le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement, moi-même évidemment, nous ne les acceptons pas. Ces résultats, ce sont ceux du classement PISA. Programme international pour le suivi des acquis des élèves. Une étude menée tous les 3 ans par l'OCDE et qui évalue les performances scolaires des élèves de 15 ans dans 3 matières, la compréhension écrite, les mathématiques et les sciences. La France, 5e puissance mondiale, chute au 25e rang sur les 65 pays participant à l'étude. Que s'est-il passé ? Pour la lecture, les élèves français se placent juste au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. En 12 années d'études PISA, ils n'enregistrent aucun progrès. Pour les mathématiques, la France a perdu 22 points dans le classement depuis les années 2000. Pire encore, ce qu'a révélé le classement PISA, c'est surtout l'augmentation du fossé entre les bons et les mauvais élèves. La France est devenue championne des inégalités scolaires. 1 élève sur 5 entre au collège sans savoir lire une consigne correctement et 20% d'une génération en sort sans diplôme. L'enquête souligne qu'en France, la corrélation entre le milieu socio-économique et la performance est bien plus marquée que dans la plupart des autres pays de l'OCDE. Si la France a du mal à trouver un modèle qui permet la réussite de tous, il existe des exemples dont nous pouvons nous inspirer. C'est le cas de l'État de Floride, aux États-Unis. Les élèves de cet État du sud du pays sont quasiment champions du monde en lecture d'après un test international. C'est le résultat d'une méthode d'enseignement développée dans les années 90 et basée sur un important suivi de l'apprentissage de la lecture. Le but, identifier le plus tôt possible les lacunes avec des tests réguliers d'évaluation. C'est l'école qui s'adapte aux élèves. Le résultat, une augmentation des performances de tous, mais surtout de ceux issus des milieux les plus défavorisés. C'est en 2016 que seront donnés les résultats du prochain classement PISA. La France aura-t-elle, à ce moment-là, réagi au choc de l'an dernier ? Merci Laura. Bon, la Floride, c'est loin. Hein. On s'est à se demander, Laurent Bigorne, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? C'est loin et c'est proche. Hein. C'est un État de 20 millions d'habitants. Il y a beaucoup de pauvres en Floride, il y a de l'immigration, il y a des zones urbaines qui sont compliquées. Donc on voit qu'après tout, c'est plus proche de nous que la Finlande, d'une certaine façon. Et eux, ils y arrivent. Vous avez, au fond, donné deux grandes solutions. Vous les avez d'ailleurs décortiquées dans certains des travaux que vous avez présidés. On a beaucoup parlé, je vous ai écouté ce soir, du primaire, et puis on a un peu parlé d'apprentissage. Ça ne vous met pas en colère de voir qu'il y a des évidences, au sens le plus strict du terme, qu'on sait, que tout le monde sait, et qu'en même temps on n'arrive pas à produire du résultat, qu'on n'arrive pas à transformer de l'argent public, de la bonne volonté, parce qu'on va penser que les enseignants sont de bonne volonté, en performance. Ça vous reste de marbre, ça vous met en colère, ça vous donne de l'énergie. Enfin, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? J'enrage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'enrage. Il y a tellement de sujets sur lesquels j'enrage dans ce pays, de voir le gaspillage fantastique de nos talents. C'est un pays magnifique, il y a un potentiel extraordinaire. On pourrait faire la liste de nos atouts qui sont innombrables. Je suis convaincu que dans 20 ans, la France sera la première puissance d'Europe et une des premières puissances du monde. J'en suis convaincu. Il faut simplement faire sauter ces barrières, ces obstacles. J'attends l'homme d'État, je ne dis pas l'homme politique, j'attends l'homme d'État qui aura le courage de le faire. Je ne le vois pas. François Hollande n'est pas l'homme de la situation ? Jusqu'à preuve du contraire, il ne l'a pas fait. Et Nicolas Sarkozy non plus, et Jacques Chirac non plus. Et François Mitterrand n'est plus là depuis longtemps, et il a fait... Je suis très content du débat que nous avons là, parce que la question fondamentale, c'est le programme des hommes politiques. Si un homme politique n'arrive pas à l'Élysée ou au gouvernement avec un programme approfondi, bien étudié, et qu'il l'applique dans les 3 mois de son mandat, tout de suite. Il ne se passe rien après. Ouais. Or, le programme pour l'éducation, c'est je transfère une partie importante des ressources vers le primaire. Ah, dans ce cas-là, je perds les voix des profs du secondaire. Ah, comme par malheur, il y a plus de profs du secondaire que du primaire. Donc, je n'ai pas intérêt à les perdre. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Parce qu'on met l'argent là où il y a le plus de profs.
C'est aussi absurde que ça. On a une démarche clientéliste. On a essayé d'interroger, et moi je voulais vous confronter au fond à ce résultat, les Français sur leur perception des réformes. Parce qu'on a dit dans la première partie de l'émission, des réformes, il y en a tout le temps. Et je trouve que le résultat est choc et j'aimerais obtenir votre réaction sur ce résultat. Vous avez raison, Laurent Bigand, c'est d'ailleurs l'élément, Magali et Girard, le plus choc de l'enquête Harris Interactive. Les résultats à cette question, effectivement, illustrent toute l'impuissance de l'action politique à remédier aux maux de l'école. Donc, aux yeux des Français, ils sont plus de 9 sur 10 à estimer que les réformes menées au cours des dernières années, donc on n'est pas simplement focalisé sur la réforme des rythmes scolaires, mais également sur les précédentes, ne sont pas à même d'améliorer l'éducation nationale. Seuls 7% d'entre eux pensent que les différentes décisions qui ont été prises ont impacter ce système de manière positive, quand ils sont même 68% à penser que les récentes décisions ont contribué à dégrader le système à l'égard duquel le constat est très sévère. Moi, je dirais face à ça que parmi les grandes raisons du blocage, il n'y a pas les profs. Parce que la plupart des profs qui mènent une vie d'enfer, qui sont passionnés par leur métier, qui font plein d'initiatives, mais il y a au moins 3 ou 4, je parle sous le contrôle de Laurent, avec qui je réfléchis beaucoup à ces sujets. Premièrement, il y a les inspections générales. Qu'est-ce qu'elles font là? En quoi sont-elles compétentes? Elles ne servent à rien. Je ne crois pas qu'elles soient au sommet des innovations pédagogiques, non pas pour innover, mais pour généraliser des innovations. Deuxièmement, il y a les syndicats, dont le métier tout à fait respectable est de défendre l'intérêt des professeurs. Mais l'intérêt des professeurs est important, mais ce n'est pas l'intérêt général. C'est une des dimensions de l'intérêt général. Et le troisième acteur qui, si on lui donne trop de pouvoir, est nuisible, c'est les chargés d'orientation, qui, d'abord, orientent les gens en fonction de ce qu'ils croient être le meilleur, mais qui n'est pas forcément... C'est extrêmement difficile d'orienter. Orienter, ça ne consiste pas à dire « il y a un métier disponible maintenant, il faut que tu fasses pour t'aider tout ça », en oubliant que 5 ans plus tard, tu ne seras pas là. Oui. Mais c'est de dire, c'est de chercher profondément pourquoi tu es fait, toi. Quel est ton talent? Quel est ton... oubliant ton milieu social, quel est ton talent? Ça, c'est 3 facteurs de blocage. Et il y en a beaucoup d'autres. Est-ce qu'à ce stade, on peut demander à un de nos témoins, Franck, de revenir précisément sur ce point qui est effectivement un des faits saillants du système? On a dit dans le petit reportage, un système qui sait écouter les élèves, qui sait s'adapter aux élèves, et c'est sans doute un des mots aujourd'hui dont on souffre. Je pense qu'il y a un témoignage édifiant à nous livrer. Absolument. Franck Serra, prenez le micro, bonsoir. Oui, bonjour. Alors vous êtes un peu l'exemple de la filière générale qui ne prépare pas vraiment à la vie. Alors il faut préciser que vous êtes âgé de 25 ans. Vous êtes encore jeune, je vous rassure. Hein. Voilà, je suis encore jeune. Voilà. Mais... Vous êtes de métier paysagiste en Dordogne, très beau pays. Et au fond, vous êtes très heureux d'être dans le monde du travail. Vous avez trouvé votre vocation. Mais avant, ça n'a pas vraiment été une belle affaire pour vous. Racontez-nous ça. Non, ça n'a pas été si simple. On va dire que la partie de mon collège a été très compliquée. On va dire que ça ne correspondait pas vraiment à mes choix. C'était très généraliste. On a voulu peut-être un peu trop valoriser le général et mettre de côté un peu le professionnel. On ne m'a pas franchement motivé pour aller dans la filière d'apprentissage. C'est ce que décrivait Jacques Attali à l'instant, c'est ça, on ne s'occupait pas de vous. Quoi, voilà, c'était un échec, quoi. Avant même qu'on ait commencé à apprendre quoi que ce soit, ça a été un échec, quoi, tout simplement. Et j'étais pas le seul dans ce cas-là. Et on voit bien que c'était peut-être pas un échec d'avance, parce que la filière de l'apprentissage m'a permis tout simplement d'apprendre un métier et aujourd'hui d'entreprendre et d'avoir créé de l'emploi, parce que nous sommes 7 dans l'entreprise aujourd'hui. Donc voilà, quoi, c'est vraiment un manque d'écoute et de... Vous avez créé votre entreprise? J'ai créé mon entreprise directement après mon apprentissage, après le BTS. C'est-à-dire que j'ai, entre guillemets, été jamais salarié. J'ai été salarié en apprentissage uniquement. Si je peux me permettre de vous interrompre, pour moi, c'est la clé. Le travail que nous faisons avec Planète Finance, que j'évoque dans ce livre, c'est que la meilleure façon de trouver un emploi, c'est de le créer. Voilà, la meilleure façon de trouver un emploi, c'est pas de le chercher, c'est de le créer. Et c'est ce que j'ai... Et il y a aujourd'hui des millions d'opportunités, des millions d'idées qu'on peut faire, de services qui ne sont pas rendus, des mutations technologiques, des systèmes de mœurs changeants. Si vous voulez trouver un emploi, créez-le.
Franck, on a créé même 7, si je comprends Oui, bien. avec le mien, ça fait 7. Donc, c'est vrai que ça peut être un exemple parmi Nous tant le faisons d'autres. avec Planète Finance dans tous les quartiers de France. On le fait dans le monde entier, mais je dis ça. C'est pas, ils n'ont pas de pain qu'ils mangent des brioches. C'est pas du tout ça. C'est l'expérience que nous menons depuis de longues années en France, plus de 10 ans, montre que si les jeunes sont accompagnés de coachs qui les conseillent, ils peuvent, premièrement, vouloir créer une entreprise. Deuxièmement, faire une étude de marché qui leur montre que c'est possible et qu'il y a un marché. Troisièmement, faire un business plan pour monter et s'équilibrer. Quand vous avez ces 3 conditions, quelqu'un qui a envie de le faire, une étude de marché, un business plan, l'argent est disponible. Les banques regorgent d'argent, elles manquent de projets. Jacques Attali, juste une question par rapport. Merci Franck pour ce témoignage. Vous pensez que le système scolaire aujourd'hui n'est pas en mesure d'aider les jeunes à choisir leur vie? Non, pas du tout, parce qu'en plus, il y a une sorte de refus de l'entreprise dans l'école. Si on dit... de refus, d'opposition? C'est pas bien. Ça correspond à une tradition française profonde. Hein, dans la France, le scandale, c'est la richesse, c'est pas la pauvreté. Et c'est une mutation profonde, alors que dans les pays protestants, le scandale, c'est la pauvreté, c'est pas la richesse. Vous parliez tout à l'heure de cette période. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité des 100 jours, des 3 mois, des 6 mois? Oui. Après tout, quelles sont les premières barrières qu'il faudrait chercher à faire tomber pour se dire, sur un quinquennat, je vais obtenir des résultats? D'abord, c'est les 2 ans d'avant. C'est maintenant. Ouais, c'est maintenant, d'accord. C'est maintenant, c'est les 2 ans d'avant pour faire le projet, et pour faire le débat, et pour que quand le prochain président soit élu, il le fait tout de suite, en se pinçant le nez. Alors, je vais généraliser un peu. On a l'impression que l'école, aujourd'hui, ça fait partie de ces grandes institutions françaises. On voit qu'en même temps, dans le sondage, il y a une perte de crédit qui est fondamentale, parce que c'est ça qu'on lit. Et on a le sentiment que ces institutions qui mettent du temps à changer, qui parfois ne changent pas, ne sont plus adaptées au rythme de la mondialisation. Et dans notre pays, ces institutions, elles sont nombreuses. Elles irriguent toute la vie sociale et puis elles irriguent une partie de la vie économique. Donc sortons un instant du cadre école. Comment on fait? Alors, et si je peux me permettre, il ne faut pas dire pas adapté au monde à la mondialisation. Oui, elle ne s'adapte pas, elle ne change pas. Parce que beaucoup de gens vous répondront, je ne veux pas m'adapter à la mondialisation. Donc il ne faut pas prendre comme un préacquis. Et vous leur donnez raison? Non, mais je dis, il ne faut pas prendre comme un préacquis qu'il faut s'adapter à la mondialisation. Il faut expliquer que de toute façon, même si on ne veut pas s'y adapter, le monde vient vers nous. Que vous êtes en Dordogne, mais qu'en Dordogne, si vous n'êtes pas capable de proposer une activité qui soit cohérente et compétitive et esthétique dans votre métier, quelqu'un va venir d'ailleurs du monde et va le faire. Donc, quoi qu'il arrive, le monde est là. Et nous sommes à la fois en situation de pouvoir offrir nos produits au monde, et le monde est en situation de pouvoir nous offrir nos produits. Donc, comment on gère ces 2 rythmes alors? Comment on gère cette mondialisation qui semble aller très vite? France 2030. Il faut qu'un homme politique, un parti, une collectivité propose un projet pour 2030 et dise voilà ce que je veux de la France dans 2030. L'école, ça ne va pas changer vite. Il faut la changer. Je propose ça pour 2030 et je le décline en 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, qui sont mon mandat. Mais si on ne propose pas une action cohérente d'ensemble, c'est pour ça que comme la France est un pays centralisé, qui est un pays qui a un État puissant, c'est un pays qui ne se réforme pas de façon pragmatique. Un pays comme les États-Unis que vous avez évoqué dans le reportage, on fait une expérience, elle marche, on la généralise un peu, puis on la généralise ailleurs. En France, on ne fait pas ça. On est incapable de partir des expériences. On a besoin d'une solution centrale. D'ailleurs, on le voit bien dans les technologies, on n'est pas un pays de early adopters, comme on dit. Mais dès que 15% de la population a adopté une technologie, tout le monde le va, parce qu'on est un pays très, très uniforme. Donc, il faut mûrir une réforme et la faire vite. Moi, je dis très simplement, les réformes ne sont pas difficiles. Basculer prioritairement les moyens sur l'école primaire, renoncer à la méthode globale et à toutes ces méthodes absurdes pour profiter des nouvelles connaissances en matière de pédagogie dans l'école primaire, donner le pouvoir aux directeurs d'école, faire en sorte que les parents aient le droit d'entrer dans l'école et que les parents et que les professeurs aient le droit de parler aux parents. Et si on fait ça, tout a changé. Tout a changé. Mais il faut le faire vite. Vous lui dites ça au président de la République quand il vous arrive de le croiser. Allez, il faut y aller, quoi. Sur ça et sur 1000 autres sujets. Et sans trahir de secret? Je sens un homme très intelligent, très honnête, très compétent. C'est très difficile, l'État, aujourd'hui. C'est extrêmement difficile, parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas agi tout de suite, c'est très difficile de ne pas être soumis aux différents points d'équilibre, manifestations, gens qui viendraient dans la rue. De ce que je dis depuis le début,
je sais que tout ce que je dis depuis le début peut être la source de milliers de manifestations qui bloqueraient l'école pendant et d'échecs des aux mois. prochains scrutins électoraux. Absolument, je le sais. Ou défaites en 2017, etc. La différence entre un homme politique et un homme d'État, c'est qu'il accepte d'être provisoirement impopulaire. Alors, on a vu, si on se pose dans un horizon que vous avez fixé à 2 ans, donc comment on prépare un programme de réforme, on a vu qu'on a déjà 90%, 91% des Français qui ne sont pas contents de ce qui s'est passé, donc a priori on peut leur dire des choses. Mais deuxième partie du sondage, les cibles que vous désignez, notamment en primaire, bien sûr montent en puissance, mais on a le sentiment quand même que les Français ont encore du mal à voir où se trouve la difficulté. Alors c'est à vous, Magali Girard, c'est la suite et fin de ce sondage. Vous avez pointé un petit peu quels sont les points faibles du système éducatif, c'est la question qui a été posée. Oui, tout à fait. On demandait aux Français quels étaient, de leur point de vue, le point faible. Quel était le point faible du système éducatif en France? Vous avez évoqué à maintes reprises le manque de moyens en primaire. Les Français sont 38% à désigner ce niveau, donc des apprentissages fondamentaux, comme le point faible à l'heure actuelle du système éducatif. 40% pointent du doigt le collège, alors que l'on voit le lycée et l'enseignement supérieur, 13% et 7%, sont bien moindrement désignés. Vous parliez tout à l'heure de l'excellence au sommet et du très mauvais en bas. On retrouve de manière très schématique au sein de l'opinion cette idée également. Merci Magali. Alors oui, le primaire, 38%, ça rejoint ce que vous disiez. C'est mieux que ce que je craignais. Alors, comment on fait? Parce qu'on voit que la droite, je ne fais pas de politique, mais entre 2007 et 2012, elle a dit c'est l'enseignement supérieur et le lycée. On voit qu'après tout, les Français n'y croyaient pas trop. On sent bien qu'on est en train de nous expliquer qu'il va y avoir une grande réforme du collège, pour plein de raisons. Et puis si je vous suis, au final, on va se tromper une fois de plus. Donc on va faire une mauvaise allocation de notre capacité politique et puis des moyens, c'est ça? Oui. Oui, tout se joue au primaire. Tout se joue au primaire. C'est là qu'on apprend à lire, à écrire, à compter. C'est là où on sort perdu ou pas perdu. C'est là où il faut faire les réformes. C'est très difficile. C'est contraire à l'intérêt des enseignants et des syndicats. C'est contraire à beaucoup de choses qu'on peut croire. Mais c'est là, et d'ailleurs en commençant avant le primaire, c'est-à-dire dans les assistantes maternelles, les crèches. Si on veut vraiment être juste socialement, il faut que tous les enfants de 2 ans aient un environnement qui leur permette d'étudier. Dans les rapports que vous avez présidés, parce que c'est une question là aussi importante pour faire un pédagogie, vous avez regardé ce qu'était une coût de l'échec scolaire? On peut avoir une idée ou approximer le coût de l'échec scolaire pour un pays comme la France? On a dit, mais ça a été que si tous les enfants étaient en situation d'exprimer leur potentialité, le PIB serait 35% supérieur. Bon, c'est calcul comme ça, mais moi je crois beaucoup que quand on cherche des facteurs de croissance, c'est pas le déficit budgétaire, c'est le devenir soi. Si tout le monde était en situation de pouvoir faire ce qu'il a envie, la croissance serait là. Alors la question qui a été évoquée dans la première partie, c'est est-ce que c'est mieux ailleurs? Est-ce qu'au fond les expériences à l'étranger sont meilleures que les nôtres? Je me tourne vers Audrey Simon. Vous êtes là, bonsoir, avec le micro à la main. Alors vous avez été scolarisé, mais très jeune, vous êtes toujours très jeune, en Grande-Bretagne. Vous avez fréquenté, c'était votre scolarité en primaire, c'est ça? Exactement. Donc en fait, de 5 à 6 ans, j'étais dans une école publique anglaise. Ensuite, je suis rentrée en France dans une école Montessori. Puis je suis repartie en Angleterre de 8 à 10 ans dans une école privée anglaise. Alors pourquoi est-ce que ça vous a marqué, ce souvenir de cette scolarité à Londres? Alors en fait, c'est assez exceptionnel la scolarité en Angleterre, parce qu'ils valorisent vraiment tous les élèves. Donc, chaque élève a un talent. Et il y a aussi un sentiment d'appartenance en fait à l'école, parce que comme dans Harry Potter, il y a des maisons en fait. Donc, et chaque élève fait partie d'une maison et du coup il y a un système de points où quand on fait des bonnes choses, on a des points et à la fin il y a une coupe. Donc il y a vraiment un sentiment d'appartenance et une valorisation de soi qu'on ne retrouve pas en France. Alors justement, quand vous êtes rentré en France, à Paris, donc quelle différence? Ma première réaction, c'est « Oh, les profs sont trop méchants. Ils sont vraiment méchants. Et ils sont là pour nous humilier, nous punir et pas pour nous encourager. » Donc ça a été vraiment un gros changement et j'ai eu du mal à m'habituer. Surtout que quand j'étais en France... Mais quand vous dites méchant, c'est-à-dire vous faisiez gronder dans les cours Voilà, c'est ça. C'est que si par exemple on avait 3 à un contrôle et qu'au contrôle d'après on avait 8, c'était toujours aussi nul. Alors qu'en Angleterre, ils regarderaient ça comme un progrès énorme en fait. Parce qu'on a gagné 5 points. Et il y avait aussi le fait qu'ils nous humiliaient vraiment sur place aussi, devant tout le monde, alors qu'en Angleterre, jamais ils auraient fait ça. Ils te prennent à part et ils essayent de te dire... Qu'est-ce que vous appelez une humiliation, Audrey?
Je dirais qu'en fait, il commence à nous dire que, par exemple, le fait de faire défiler les notes en commençant par le dernier, et tout le monde connaît les notes de tout le monde. Voilà, exactement. Ça, c'est une humiliation terrible. Alors, selon vous, c'est un témoignage significatif ou est-ce que c'est un vécu particulier Et ça rejoint de façon concrète ce que j'ai dit tout à l'heure en commençant. C'est-à-dire que les notes, c'est bien si on les prend, non pas par rapport au maximum, mais par rapport au minimum. C'est mieux si ça s'améliore. C'est bien si on est en situation d'encourager et non pas de punir. Moi, je suis passé à travers les gouttes, mais j'ai subi cet enseignement-là. Il se trouve que je m'en suis quand même sorti. Mais je me souviens très bien de professeurs qui considéraient que si on n'avait pas 19 sur 20, c'était la catastrophe. C'est une exigence extrême. Moi, ça ne m'a pas trop gêné. Mais c'est, à mon avis, catastrophique pour créer les conditions de la confiance en soi. Pour avoir confiance en soi dans un système de ce genre, il faut être vraiment mégalomane. Je pense que je l'étais. Et que ça m'a permis de tenir. Rassurez-nous, vous ne l'êtes plus. Peut-être que je le suis encore, parce que c'est la condition d'avoir des grands projets. Mais il faut rendre les jeunes mégalomanes. Mais pour ça, il faut leur faire confiance, leur dire « tu peux faire mieux, bravo, tu as progressé ». Laurent Bigorgne. Oui. Je vais prendre les jeunes un peu plus vieux. Mais Montessori, c'est mieux quand même, non? Oui. Montessori qui n'existe pas dans le système public. Oui, je sais. Vous avez parlé de Montessori tout à l'heure. On peut expliciter en deux mots quand même. Montessori, c'est les pédagogies issues de Maria Montessori et qu'on trouve essentiellement aujourd'hui dans du privé hors contrat, pour le coup du vrai privé, qui est très très minoritaire en France. Très cher. Qui est très cher, et qui donc a rapporté uniquement des gens qui en ont les moyens, c'est plusieurs milliers d'euros par an, qui produit des résultats, mais qu'on n'arrive pas à transporter dans le public parce qu'il y a une allergie, effectivement, du public à ce type de méthode alternative. Je voulais revenir à ce que vous aviez dit tout à l'heure sur la formation professionnelle. Dans le petit reportage, on voit qu'il y a deux problèmes dans le système éducatif français. C'est qu'à la fois, il n'est pas performant, on en a beaucoup parlé. On va revenir sur une dimension, c'est qu'il n'est pas équitable. Et puis, si j'entends bien, et si je vous entends bien quand vous parlez de formation professionnelle, c'est-à-dire de la formation qu'on pourrait donner aux jeunes qui, au fond, n'ont pas eu cette première chance à l'école et qui sont à la recherche d'une deuxième chance, on retombe à nouveau sur un système qui va d'abord cibler les plus diplômés ou ceux qui ont le plus de chances déjà ou ceux qui ont acquis justement le plus gros capital de formation. Comment on sort de ce paradoxe d'un système qui punit doublement au fond? Pire que ça, on ne donne la formation professionnelle qu'à ceux qui ont un emploi. C'est tomber sur la tête. Ceux qui n'ont pas d'emploi n'ont pas le droit à la formation permanente, alors que c'est eux qui devraient être prioritaires. Tout simplement parce que la formation permanente en France est gérée par les entreprises et les syndicats, et les entreprises et les syndicats n'ont pas comme corps électoral les chômeurs. Les syndicats ne s'occupent pas des chômeurs, ils ne sont pas dans le salarié. Et les entreprises encore moins. Donc, la folie, c'est de considérer que l'accord des partenaires sociaux représente l'intérêt général. L'accord des partenaires sociaux ne représente pas l'intérêt général. Ça a été une erreur que depuis Larcher, depuis Sarkozy, depuis François Hollande, de faire reposer les progrès sociaux dans notre pays sur des grands accords dont on a le sentiment qu'au final, ils n'aboutissent pas. C'est utile quand il s'agit d'un sujet dans lequel les partenaires sociaux représentent l'intérêt général. C'est-à-dire les sujets qui concernent, par exemple, le droit du travail, proprement dit, parce que c'est eux qui sont concernés, donc s'ils arrivent à un accord, c'est bien. Mais si ça concerne des acteurs qui ne sont pas parmi ceux qui négocient, alors ils ne représentent pas l'intérêt général, donc il ne faut surtout pas leur confier. Vous confieriez la réforme de l'école aux partenaires sociaux? Non, bien sûr que non. La réforme de l'école, pour jouer, elle est très simple, elle est complètement politique, elle est extrêmement simple. Je l'ai dit tout à l'heure. Tenir compte des acquis des connaissances pédagogiques, aller vers l'école plus que les autres régimes et faire en sorte que l'orientation aide les jeunes à trouver ce pourquoi ils sont les bons. Voilà, point. C'est simple. Et en oubliant le reste. Je vais dessiner un scénario noir. On arrive au terme de cette partie. Mettons que malheureusement, on n'arrive pas à réformer l'école. Mettons qu'on n'arrive pas à réformer la formation professionnelle, donc à mettre fin à cette absence de seconde chance pour beaucoup de jeunes. C'est quoi le scénario vers lequel on va? J'ai sur moi des stylos qui me viennent à l'esprit, parce que je n'avais pas préparé ça. Des stylos. Ça, c'est un stylo qu'on m'a offert. Ça, c'est un stylo que j'utilise tous les jours. La France, elle est en train de devenir ça. Des stylos bon marché, des stylos luxueux. Il n'y a plus de classe moyenne, il n'y a plus de stylos intermédiaires. C'est ça qui va arriver. C'est-à-dire que tout le monde sera dévalorisé. Et il y aura quelques-uns qui auront bénéficié, moi c'est un cadeau, mais d'autres des relations, d'avoir des formations de luxe. Vous pensez que c'est le propre de la France, ça, ou c'est pas un petit peu le lot du monde? C'est le lot du monde en général. Il y a une immense concentration des richesses, une immense prolétarisation. La classe moyenne disparaît au profit d'une concentration de richesses et qui est plus une accumulation de richesses de nature de capital social. C'est-à-dire pas seulement de capital financier, de capital social, de réseau de relations,
on le voit dans d'autres sociétés. Et ça, c'est le pire qui puisse arriver à une société. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'unité sociale, il n'y a plus de loyauté, c'est chacun pour soi. Et vous pensez que si on devient ce crayon, celui qui au fond est de moindre qualité, et si on continue dans cette voie, pardon de vous obliger à faire peut-être de la prospective et de sortir de ce rôle d'économistes et d'experts qui est le vôtre, mais vous pensez qu'un pays comme le nôtre peut un jour élire un parti, une majorité qui serait d'extrême droite par exemple, ou d'extrême gauche? J'ai toujours pensé que ça se terminerait par une révolution. Je préférais que ce soit une révolution et pas une contre-révolution. Mais je suis pour la révolution. Vous aviez prédit, vous étiez un des premiers à le dire, que le Front National, celui aujourd'hui de Marine Le Pen, serait le premier parti de France. C'est le cas, on le voit dans les sondages. Elle peut être élue président de la République. Tout simplement sur le discours qui pourrait être interprété... Sur elle-même, vous voulez dire? Sur ce qu'elle propose? Qui pourrait être... N'est-ce pas? On peut traduire tout ce que j'ai dit et tout ce que nous avons dit en disant « c'était mieux avant ». Et il n'y a rien de pire que de dire « c'était mieux avant ». Quand c'était mieux avant, ça nous ramène aux solutions de l'extrême droite. C'était pas mieux avant. Avant, c'était ça aussi et ça aussi. Les enfants n'avaient pas les droits à l'école. C'était pas mieux du tout avant. Les 30 Glorieuses, c'était mieux? Non, c'est pas mieux. C'est un petit peu mieux pour l'accès aux grandes écoles. Un tout petit peu mieux. Mais il n'empêche que pendant les 30 Glorieuses, il n'y avait que 50% des jeunes, où je parle sous contrôle de Laurent, qui connaît les chiffres mieux que moi, qui allaient jusqu'au bac. Donc, parce que tout ce que vous décrivez depuis le début de cette émission, et on va conclure, oui, sur le système éducatif est extrêmement séduisant, ça nous parle, mais en même temps, vous avez un propos finalement assez pessimiste. Non, pas pessimiste, parce que nous sommes tous des acteurs. On va dire deux mots sur votre ouvrage. Nous sommes des acteurs, et je ne suis pas du tout pessimiste. Nous sommes des acteurs du monde, on peut le changer. Je suis très optimiste sur la France. La seule chose qui manque, c'est des hommes politiques pour porter ces projets, mais je suis très optimiste. Vous savez ce cliché qui dit qu'il faudrait toucher le fond pour essayer peut-être de remonter, de nous redécouvrir, de faire péter les verrous, voilà. Il y a longtemps qu'on a touché le fond. C'est vrai qu'il m'est arrivé de penser « levez-vous, orage désiré ». C'est vrai. Mais je préférais qu'on évite de passer par la case noire. Hein, c'est quand même mieux. Ce livre, parce que vous savez que la tradition pour conclure cette émission, c'est de demander à l'invité de choisir un ouvrage, et bien exceptionnellement, puisque... Non, je veux bien choisir un autre que le mien. Hein, Non, c'est un choix que nous avons fait nous-mêmes. Hein, c'est au fond de parler de cet ouvrage « Devenir soi » que vous avez publié chez Fayard, qui est un succès en librairie. Vous dites, au fond, il ne faut pas se contenter de la vie comme elle est, il ne faut pas tout attendre de l'État, grosso modo, il faut s'aimer un peu, se prendre en main. C'est un propos qui est très séduisant, mais est-ce qu'il peut se traduire concrètement dans la réalité? Oui, bien sûr. Dans le livre, je donne des dizaines, je ne sais pas compter, mais peut-être au moins une centaine d'exemples de gens connus ou pas connus, de gens ayant un environnement social favorable ou un environnement social défavorable, partout dans le monde et en France, qui sont pris en main et qui disent « je ne serai pas ce qu'on veut que je sois ». L'exemple de monsieur en est un exemple. Je ne serai pas ce qu'on veut que je sois. Je serai ce que je veux être. Et je le décide à 18 ans, à 25 ans ou même à 40 ans. Et depuis que j'ai écrit ce livre il y a un mois, j'ai reçu des centaines, même plus de 2000 mails de gens qui me racontent leur vie, leurs essais, leurs tentatives. On peut devenir soi, on peut choisir. Ceux d'entre nous qui ont la chance d'avoir l'énergie de faire ça ne choisissent pas leur métier en fonction du taux de TVA ou de la fiscalité. Ils le choisissent parce qu'ils ont une passion intérieure. Je cite des exemples de musiciens qui n'étaient pas dans un environnement musical, de gens qui ont créé des entreprises alors qu'ils n'étaient pas dans cet environnement, de gens qui sont devenus des acteurs sociaux ou des militants politiques parce que c'est leur énergie intérieure. On ne réussit rien qui n'est pas motivé par une énergie intérieure. Et le rôle de l'école, c'est de nous aider à trouver notre énergie intérieure. Vraiment la dernière question. Vous pensez qu'on y arrivera avant 2017? Vous pensez qu'il peut se passer des choses? C'est à nous tous, à vous, à nous, de cristalliser dans un programme ce qui peut être nécessaire. Et c'est aux jeunes autour de cette table ici de ne pas se contenter de ce qu'ils ont, mais de ne pas se contenter non plus de s'indigner. L'indignation, c'est la meilleure et la pire des choses. C'est la meilleure des choses quand ça conduit à l'action, c'est la pire des choses quand ça se suffit à soi-même. Donc la meilleure façon que les choses changent, c'est que nous fassions des programmes et qu'ils fassent de la politique. Et vous pensez que chaque personne a les moyens de se prendre en main? Il y a tellement de freins aujourd'hui sur un plan social, même psychologique, l'environnement familial, même religieux dans certains endroits difficiles. Mais on a envie de vous dire, c'est beau, on a envie d'adhérer à ce que vous dites, mais au fond, tout le monde ne part pas à jeu égal. C'est très compliqué. C'est très compliqué.
l'action que nous menons avec Planète Finance, c'est que nous avons des gens dans les quartiers difficiles pour aider les jeunes à prendre conscience qu'ils peuvent faire les choses. Et évidemment, il vaut mieux avoir quelqu'un qui vous fait confiance. Ce que vous avez dit sur le fait de faire confiance. Il faut avoir des gens qui vous font confiance, qui vous disent oui, tu peux le faire. Et ça que la société peut apporter. Oui, tu peux le faire. Et je crois que le rôle d'un homme politique, c'est de dire au pays, le pays peut le faire. Allez, une ultime question, et on vous libère, Jacques Attali. Vous parliez de 2030, il nous faut un homme d'État clé en main pour porter des projets, au fond, dessiner de ce que sera cette France qui va phosphorer, au fond, qui va changer de visage avec les atouts dont elle dispose. Est-ce qu'il existe cet homme ou cette femme, selon vous? Est-ce que c'est une question un peu cosmétique, de casting? Il est peut-être dans cette salle. Vous n'avez pas de personnalité en vue, vous n'avez pas d'une dizaine de noms qui vous viendraient à l'esprit? Il n'y en a pas dans la classe politique française. Non. Merci Jacques Attali. Je rappelle le titre de votre ouvrage, paru chez Fayard, Devenir soi. Merci d'être venu ce soir et parler avec nous merci à Laurent Bigorne et merci à Mathias Léridon de parler avec nous de ce pays qui a peut-être besoin de bouger, de se relever, ne serait-ce qu'au travers de son système éducatif. Merci. Merci à toute l'équipe de Place aux idées pour avoir aidé à préparer ce magazine. Je vous donne rendez-vous bientôt sur LCP pour la prochaine édition de Place aux idées. Merci, bonsoir.